Allez, c'est parti pour notre grand débrief de l'actu dans Smart Tech avec aujourd'hui autour de la table Henri Dagrin, bonjour. Bonjour. Délégué général du SIGREF, Maître Haas, bonjour. Gérard Haas, donc avocat, coprésident de l'association Les Jurisnautes. Et puis Léo Briand, bonjour Léo. Bonjour. Co-fondateur et président de VitaScience. Alors on va confronter nos points de vue aujourd'hui sur le cybermois, parce que c'est un mois consacré à la cybersécurité. On aura d'ailleurs à ce sujet Franck Giquel qui est connecté avec nous, Franck Giquel de cybermalveillance.gouv.fr qui pilote donc ce mois de sensibilisation sur la cyber. On va aussi débattre de Google qui en appelle à l'Europe, à l'Union européenne contre Microsoft. On parlera également métavers, puisque ça reste un sujet d'importance visiblement. En tout cas, Meta continue d'investir lourdement. Et puis, je vous demanderai pour ou contre, vous avez le temps de réfléchir quelques minutes, pour ou contre la vidéosurveillance assistée par IA. On a vu qu'elle a été opérationnelle pendant les Jeux Olympiques Paris 2024. Faut-il prolonger ce qui était une expérience ponctuelle au départ? Alors, on commence avec notre sujet, le cybermois. Donc, ça y est, on y est, c'est en octobre. La campagne de cybermalveillance.gouv.fr va démarrer. Il y aura d'ailleurs un focus spécifique auprès des PME. Franck Giquel, bonjour. Vous êtes le directeur des partenariats et le pilote de Impact Cyber au sein de l'équipe cybermalveillance.gouv.fr. Je voulais d'abord que vous nous expliquiez ce qui va se passer là pendant ce mois d'octobre. Bonjour, déjà deux mots sur ce qu'est le cybermois. C'est une initiative à la base européenne de l'ENISA, l'Agence européenne de cybersécurité, qui a été créée il y a 12 ans. C'est la 12e édition. Là, c'est la deuxième année consécutive que Cybermalveillance.gouv.fr pilote cet événement qui a pour but de faire parler de cybersécurité, qui, dans notre milieu d'initiés, est déjà reconnu comme enjeu, mais qui doit l'être au niveau plus global, au niveau de toute la population. Donc l'idée, c'est de pouvoir s'adresser à tous les publics, les particuliers, les entreprises, les collectivités, durant tout un mois, en se servant aussi de la force du collectif, des forces vives, j'allais dire de l'écosystème, cyber, voire IT. On a cette année plus de 1200 entités qui sont engagées à nos côtés pour faire parler du cybermois. Pour vous donner un ordre d'idée, c'était 130 l'année dernière, donc l'effort est massif et ça va prendre diverses formes. La campagne que vous voyez là, les fausses bonnes idées, qui sont des visuels qu'on a créés autour des fondamentaux de la cyber un petit peu détournés pour se dire que non, faut éviter les raccourcis. Ce sont souvent de fausses bonnes idées. Donc, l'idée de sensibiliser la population aux risques, leur donner des bonnes pratiques, et puis aussi valoriser tout ce qui se fait sur l'ensemble du territoire en matière d'action de prévention et de sensibilisation. Là, c'est pas moins de 200 événements qui sont organisés sur tout le territoire, avec même des événements, on a vu là pour la première fois, dans des centres commerciaux adressés à des seniors. Donc vraiment, voilà, toutes les populations. Et puis des actions plus spécifiques. Nous, par exemple, on va organiser un grand quiz durant tout le mois, basé sur un contenu qui s'appelle le Cyber Guide Famille, où c'est vraiment les fondamentaux de la cybersécurité, mais transposés au foyer. Et puis, comme vous le disiez, effectivement, on va avoir une action assez spécifique concernant les TPE-PME qui s'appelle Impact Cyber. Si je reste là sur ce qui concerne tous les Français, quelle est l'arnaque qui tourne en ce moment ? Il y a des récurrences, on va dire. On a beaucoup entendu parler, je pense, de l'arnaque aux faux conseillers bancaires. Hein. Vous êtes victime d'un phishing, on absorbe quelques données, vous êtes après appelé par un prétendu conseiller bancaire qui vous fait réaliser que vous avez peut-être fait une bêtise. Alors vous dites mince, mais oui, c'est vrai, j'ai donné mes coordonnées, etc. Et derrière, il vous fait valider des achats sur Internet. Je vous fais la version très courte parce que le scénario peut aller vraiment assez loin, jusqu'à même un envoi physique de carte bancaire. On a encore beaucoup d'arnaques au faux support technique. Donc vous êtes en train de naviguer, vous tombez malheureusement sur le mauvais site web. Et votre navigateur, votre PC est verrouillé avec des grands messages d'alerte, soit des antivirus, soit très souvent de Microsoft, qui vous invitent à appeler un prétendu support technique qui vous délestera de quelques centaines d'euros au mieux, et au pire prendra la main à distance sur votre machine pour y faire tout ce qu'ils veulent derrière. Moi, je voulais faire réagir aussi en plateau, parce que c'est vrai qu'il y a des arnaques comme ça récurrents, des trucs qui restent, les coucou papa, coucou maman. Je me souviens en avoir parlé l'année dernière, ça continue, y compris dans mon cercle familial, les gens continuent de plonger. Qu'est-ce qui bloque là sur la sensibilisation ? Qu'est-ce qu'on ne fait pas suffisamment pour stopper ces arnaques qui semblent quand même basiques ?
Ça devrait commencer à l'école, peut-être, Léo, je ne sais pas. Tout à fait. On sent que de plus en plus, la direction du numérique éducatif pousse ce sujet de la cybersécurité à l'école, même si pour l'instant, il n'y a pas encore dans les programmes officiels de cette notion-là qui est abordée. Mais on sent que ça va venir de plus en plus. Et il y a clairement un manque d'éducation là-dessus. Juste pour illustrer, avant-hier, un salarié qui est arrivé dans mon équipe il n'y a pas longtemps a reçu un mail en mon nom avec ma signature qui disait j'ai besoin de t'envoyer un message, donne-moi ton numéro sur WhatsApp s'il te plaît. Et il l'a fait en pensant parce qu'il venait d'arriver dans l'équipe. Et en fait, voilà, il y a la suite qui peut arriver derrière avec le processus de phishing qui peut être mis en place comme ça a été décrit à l'instant. Ouais, non, ce qui est dingue, ça va très vite et on tombe facilement dans les pièges malheureusement. Et les PME, puisque vous vous occupez d'impact cyber qui vise justement à inciter les TPE, PME à se sécuriser, est-ce qu'elles sont plus exposées que les autres entreprises ? Alors, elles sont largement exposées. Est-ce qu'elles le sont plus ou moins? C'est surtout leur nombre qui fait qu'elles sont largement touchées. Ce qui est intéressant, c'est que dans l'opération Impact Cyber, en fait, il y a juste deux mots quand même sur l'origine. On a réuni autour de la table 3 organisations a priori d'obédience assez différentes, la CPME, le MEDEF, l'U2P, et on les a mis en face du Club EBIOS, spécialiste de la méthode éponyme, pour travailler ensemble sur les impacts réels des cyberattaques pour les TPE-PME. Et on en a fait 3 volets, un premier avec une enquête qui nous permet justement d'avoir un éclairage sur où on en est en termes de maturité des entreprises, je vais vous en parler. Derrière, une campagne de sensibilisation et, 3e volet, des outils concrets qu'on met à leur disposition. Et effectivement, alors si on veut voir le verre d'eau à moitié plein et être positif, quand on les interroge sur le sujet de la cybersécurité, on a près de 6 entreprises sur 10 qui considèrent que c'est un sujet qui doit mobiliser tout le monde. Et plus de la moitié d'entre elles qui sensibilisent leurs collaborateurs en conséquence. Donc bon, il y a encore du chemin à parcourir, mais on a progressé en la matière. Mais derrière ce premier constat, entre guillemets, encourageant, ou en tout cas en progression, on se rend compte que les TPE-PME sous-estiment encore effectivement largement les enjeux de cybersécurité. On a 62% des sondés qui pensent être faiblement exposés au risque de cyberattaque ou l'ignorent. Et dernier grand constat de l'étude, je vous inviterai à la prendre en détail si vous le souhaitez, c'est le défaut clair d'un manque de compétences et d'expertise cyber. Quand on leur demande de se projeter dans une situation de cyberattaque, on a 65% qui reconnaissent que si elles étaient confrontées, elles ne sauraient pas en évaluer les impacts. Et c'est vraiment clé, ce sujet des impacts, parce que, vous savez, c'est un petit peu le syndrome du parc-mètre. Je vais pas payer le parc-mètre, je me dis que c'est pas très grave. Le moment où je paierai une amende, ce sera pour tout ce que j'ai pas payé. Sauf que les impacts sont évidemment énormes. Sur les sondés, on a 15% des entreprises interrogées qui déclarent avoir été touchées par un incident sérieux de cybersécurité dans les 12 derniers mois. Et il y en a encore la moitié d'entre eux qui sont incapables d'identifier la raison de cette cyberattaque, avec tous les risques de récidive qu'on peut imaginer. Donc, ouais, il y a beaucoup à faire pour qu'elles prennent vraiment le sujet et surtout qu'elles se sécurisent. Franck Gicquel, merci beaucoup. On aura participé comme ça un peu au mois cyber aussi dans Smart Tech. Merci de votre intervention. Je rappelle que vous œuvrez au sein de cybermalveillance.gouv.fr. On enchaîne avec notre autre sujet. Je voulais absolument qu'on revienne sur cette plainte déposée par Google contre Microsoft dans le monde du cloud, qui n'est pas un monde de bisounours, loin de là. Plainte déposée auprès de la Commission européenne pour pratiques anticoncurrentielles. Voilà, donc Microsoft emploierait des méthodes discutables, en tout cas des enquêtes qui vont être menées là-dessus, pour pousser les entreprises à choisir sa plateforme Azure. Est-ce que c'est votre constat aussi quand vous interrogez les DSI que vous représentez au sein du SIGREF, Henri? Est-ce qu'il y a des pratiques douteuses ? Alors, des pratiques qui pourraient être potentiellement qualifiées d'anticoncurrentielles. Il n'y a pas que le SIGREF qui en parle. Je note que cette plainte de Google, elle s'inscrit dans un paysage un peu plus global, dans un certain contexte. D'abord, la plainte qui avait été déposée par CISP auprès de la Commission européenne il y a de cela un an, je crois, contre Microsoft. Et qui a été résolu par une transaction entre CISP et Microsoft, mais dont Google et AWS ont été exclus.
Et par ailleurs, autre élément de contexte, il y a l'autorité de concurrence allemande qui, au titre de son propre Digital Market Act, de son propre acte sur les régulations ex-ante des acteurs majeurs, eh bien, a décidé de mettre Microsoft sous surveillance, justement sur ces pratiques anticoncurrentielles. Nous-mêmes, nous constatons à peu près les mêmes pratiques de bundleisation des offres, c'est-à-dire de la vente liée, ce qui est interdit, de restrictions sur l'usage de licences dans d'autres environnements qu'Azure, sur des obstacles et des surcoûts à la migration d'Azure vers d'autres plateformes. Bref, toutes méthodes qui peuvent être qualifiées d'anticoncurrentielles. Nous, ce que l'on a dit il y a maintenant plus d'1 an à la Commission européenne, lorsqu'elle a, le 6 septembre 2023, présenter les gatekeepers au titre du Digital Markets Act, le DMA, il y a 10 Digital Services. Il y en a un où il n'y a pas eu de gatekeeper de désigné. C'est les cloud services. Et oui, absolument. Et or, dans un contexte où il y a 3 hyperscalers américains qui préemptent plus de 70% du marché. Alors, on a écrit à la Commission pour lui signifier notre désappointement. Et depuis, nous discutons avec la Commission pour voir dans quelle mesure elle peut mener une enquête pour désigner Microsoft, bien sûr, mais également Google Cloud et AWS, comme gatekeeper sur les cloud services, non pas sur des critères quantitatifs, mais sur des critères qualitatif. Et ça, nous souhaitons que... Enfin, on n'a pas besoin du DMA pour agir en justice. La preuve, on peut passer par l'autorité de la concurrence. Oui, bien sûr. Mais le DMA a été fait pour ça, pour éviter ces positions dominantes, pour lutter contre les positions dominantes des contrôleurs d'accès. Et les contrôleurs d'accès sur le cloud, ils sont connus. Et donc, si la Commission fait son travail... Google en ferait partie, Mais bien sûr. Oui, non, mais parce que là... mais de toute façon, nous savons pourquoi Google met en œuvre cette plainte. C'est pour reprendre des parts de marché à Microsoft. Ouais. L'avocat a la parole. Oui, mais c'est la bataille des contrevenants, en fait. Je veux dire, quand on regarde Google, il a été condamné maintes fois pour favoriser ses propres services. Enfin, c'est un peu pathétique de regarder tout ça de très près. En revanche, ce qui est... pas normal, c'est la politique de Microsoft, c'est-à-dire d'avoir freiné en fait les migrations, comme ça a été indiqué, d'avoir majoré en fait les coûts quand on veut partir chez un concurrent, et aussi freiner les mises à jour. Donc il y a vraiment un enjeu qui est très important, et ce qui est pathétique, c'est que en fait c'est une guerre d'Américains. Et ils appellent au secours l'Europe pour venir régler leurs différends. Et donc, voilà ce qui se passe également. Et on n'est pas présent dans le cloud. Ça tend à prouver que cette réglementation européenne a des vertus reconnues, y compris par les gatekeepers. Oui, avec un problème majeur aujourd'hui, c'est qu'on se rend compte que ces big tech sont en train de critiquer leurs propres méthodes qui favorisent leurs propres services. Et j'allais dire qu'en justice, c'est très compliqué parce que dans ce qui sont les pratiques commerciales trompeuses ou les pratiques anticoncurrentielles, le fait de favoriser un service, c'est très compliqué à démontrer et on est toujours dans des preuves diaboliques. Donc c'est très compliqué. Donc c'est pour ça qu'ils dénoncent aujourd'hui, affaire à suivre de près. La loi SREN s'intéresse à ce sujet de régulation dans le numérique. C'est un sujet dont la maille, à l'évidence, la maille pour bien le traiter, c'est la maille européenne. C'est la maille européenne. Voilà. La loi SREN. Oui, c'est vraiment par l'Europe qu'on pourra y arriver. Et en même temps, quand vous regardez de très très près, dans les démarches qui ont été faites par Google, il faut protéger les organisations, ça coûte trop cher, etc. Pourquoi ? Parce que sur ce marché du cloud, leur force, c'était de dire, nous, on n'a pas de suite de logiciel, mais vous pouvez venir et c'est libre. Donc c'est ce marché qui est tenu. Très intéressant cette affaire et il faut la suivre de près. Vous voulez... Oui, pardon, Léo. Joue le rôle d'arbitre face à des joueurs non européens, et qu'on soit relégué entre guillemets au rôle d'arbitre. Oui, mais ça veut dire que le marché européen est très important en matière cloud. Oui, bien sûr, mais ça veut dire aussi que ça peut laisser de la place à d'autres concurrents moins armés peut-être. Il n'y en a pas. L'Europe représente en gros un peu plus de 30% du marché du cloud mondial.
Voilà, déjà, c'est un tiers. Ouais. 32%, je crois, des revenus de Microsoft. Hein. Ce sont des chiffres qui ne sont pas publiés, mais c'est à peu près ce qu'on peut estimer. Et tout ça nous renvoie à un sujet beaucoup plus large, qui est celui des conséquences économiques, bien sûr, mais également juridiques et géostratégiques des dépendances technologiques que l'Union européenne a laissé s'installer depuis 30 ans, avec une absence totale de vision sur ce sujet. Et donc, ces big tech, ces hyperscalers, ne sont forts que des propres faiblesses que nous avons accepté d'endosser. Alors après, le fait que l'Europe se retrouve au centre quand même de cette bataille, c'est intéressant. Est-ce qu'on pourrait imaginer qu'il y ait des actions qui partent d'autres États, peut-être de France, c'est pas la bonne échelle, mais est-ce que ça peut être l'occasion justement de dire, remettons un peu de techno européenne sur ce marché? Sur un autre hyperscaler, nous avions déposé une saisine auprès de l'autorité de la concurrence. Je n'ai pas cité, mais elle nous a demandé de la retirer. Ce qui rend fou Google... L'autorité de la concurrence En France. Parce que ce n'est pas le bon niveau. Ouais. En fait, ce qui rend fou Google, c'est surtout que Microsoft, dès lors qu'il y a un problème, il va négocier directement avec les entreprises et donc il neutralise en fait le phénomène. Donc c'est ça aussi qui porte devant et c'est là aussi les libertés contractuelles. Donc derrière, il y a de gros enjeux et comme ça a été dit, c'est devant la Commission européenne que en fait tout ça pourra être réglé. Alors, Jaras nous dit, de toute façon, il n'y a pas de concurrent. Bon, quand même, à l'éducation nationale, quand vous travaillez sur des outils pour les professeurs, pour l'enseignement, pour les élèves, vous travaillez aussi avec des plateformes de cloud. Oui. Alors nous personnellement, on est chez OVH, qui est le leader français, mais je crois que c'est pas la majorité en fait. Même dans des secteurs comme l'éducation, il y a des données assez sensibles. En fait, la majorité des services sont utilisés plutôt sur les hyperscalers américains. Parce qu'eux, ils offrent plus de services en fait. Donc si on reste sur des choses assez basiques et qu'on a les compétences techniques, on peut aller sur des services moins complets en palliant avec finalement des équipes techniques compétentes. Mais si on veut rester sur un service qui offre tout, c'est quand même plus confortable. Tout clé en main, quoi. Ouais. Et puis il y a des programmes d'accompagnement aux startups qui sont gigantesques avec ces hyperscalers qui donnent plusieurs dizaines, voire centaines de milliers d'euros de crédit cloud. Davantage finalement. Sur les premières années. Oui. Et c'est vrai que c'est difficile de refuser ça et de se dire... Enfin voilà, il y a beaucoup de bénéfices en tout cas. Bon, mais donc ça remet quand même ce sujet de la souveraineté technologique de l'Europe sur le devant de la scène. On a le départ de Thierry Breton qui nous donne un signal quand même assez négatif sur ce sujet, en tout cas pour la France, qui portait haut et fort ce sujet contre un monopole des big tech. Comment vous voyez les choses se profiler pour la suite, Henri ? Bien... Je ne la vois pas bien. Bah oui. Aujourd'hui, il va falloir quand même attendre que la nouvelle commission s'installe. J'ai noté quand même avec intérêt que dans la feuille de route de Henna Virkkunen, la Finlandaise, qui se retrouve vice-présidente exécutive de la commission en charge du numérique, de la sécurité et de la démocratie. En fait, c'est elle qui récupère le portefeuille de Thierry Breton, on peut dire. Sur le numérique. Sur le numérique, bien sûr. Enfin, c'est pas sur le marché intérieur, parce que le marché intérieur a été divisé. Mais sur le numérique, elle le récupère, effectivement. Et il faut lire sa feuille de route que lui a adressée Ursula von der Leyen. Il faudra voir comment après tout ça est mis en œuvre. Mais enfin, les enjeux de souveraineté technologique de l'Union européenne sont bien mentionnés parmi ses attributions. Donc, il faudra regarder comment tout ça est mis en musique. Dans quelques mois, on va commencer à le savoir, début 2025. Alors, notre autre sujet, c'est les métavers. Meta et le métavers, puisque Meta n'en a pas fini avec ses investissements. On l'a vu lors de sa dernière conférence et des démonstrations avec des nouvelles lunettes de réalité augmentée. Il a beaucoup parlé de ces mondes immersifs et de la manière, en fait, dont l'intelligence artificielle servait aussi ces mondes immersifs. Les deux se nourrissent ensemble. Meta annonce 40 milliards d'investissements en 2024, 52 milliards de dollars en 2025, 60 milliards en 2026. Ouf, ça fait quand même
C'est très impressionnant. En tout cas, là où on pensait qu'il avait un petit peu reculé sur ces métavers, il nous dit pas du tout en fait. Sa vision continue d'être celle-là. Demain, on vivra aussi dans ces autres réalités. Je voulais voir de votre côté, Léo, si c'était quelque chose justement dont vous vous empariez aussi, puisque vous travaillez avec l'éducation nationale, à l'éducation de demain, aux nouveaux outils, au développement. Est-ce que vous voyez arriver les métavers à l'école ? Alors non. Par contre, l'IA, donc, qui est le deuxième axe de Facebook Meta, vraiment, il y a eu une explosion cambrienne, on pourrait dire, de start-up et d'associations qui déploient des outils d'IA dans l'éducation. Ça a vraiment explosé, aussi bien pour aider les enseignants à créer du contenu, par exemple des cours ou des quiz, ou alors de l'autre côté pour faire des tuteurs intelligents que les élèves peuvent utiliser en autonomie ou avec l'enseignant pour mieux apprendre ou réviser. Ça a vraiment explosé et je pense qu'on peut parler de dizaines, voire de centaines de structures qui ont été créées, ne serait-ce qu'en France. Et au niveau mondial, on parle de milliers de structures qui ont été mais ça, est-ce que c'est pas juste l'effet buzz? Parce qu'aujourd'hui, on parle d'IA, on parle plus de métavers, donc du coup, on n'investit pas dans le métavers. Parce que quand même, moi, c'est le métavers, intéressant. il y a quelques années, j'avais pas vu ça. Quand il y a eu l'explosion du métavers, on a eu quelques sociétés qui se sont créées, mais dans l'éducation spécifiquement, que je connais assez bien, parce via l'association Afinef et EdTech France, on voit un petit peu toutes les entreprises qui passent dans ce secteur. Il n'y a pas eu des dizaines d'entreprises créées dans le métavers éducatif. Parce que ça demande aussi des budgets très importants, peut-être. Alors, l'Europe a fait des subventions pour la création de contenu immersif, notamment dans le domaine de l'éducation. Il faut savoir qu'un programme de contenu immersif, à minima, c'est 1 million d'euros. Donc, c'est des subventions. C'est vraiment suivi dans le domaine agricole et dans le domaine de l'architecture. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on prend les élèves, on leur montre, par exemple, j'avais travaillé sur un projet comme ça, où vous coupez des branches d'un arbre, il faut attendre 10 ans pour voir un petit peu ce qui va se passer. Quand vous êtes sur des programmes métaverses, vous pouvez voir là où vous l'avez mal coupé. Donc, c'est en matière pédagogique, très bien, mais c'est très cher. Il y a aussi un autre problème qui se passe avec le métaverse, c'est que vous mettez des casques et il faut savoir que 15% de la population a un problème, si vous voulez, de santé avec l'utilisation de ces outils. Soit ils ont du vertige, soit 5% de la population... Le mal de VR. Oui, le mal de VR. Vous avez aussi... est daltonienne, donc elle ne voit pas en fait ces phénomènes de relief. Et en même temps, c'est lourd et donc ça tourne la tête. Donc il y a un apprentissage. Ce qu'il faut voir, c'est que parallèlement à ce qu'a fait Meta, Apple sort en fait ses VR aussi, et c'est fabuleux aussi ce qu'il propose. Donc le marché beaucoup plus cher. Hein. Oui, mais ça va baisser. Ça. Si vous voulez, en tout cas, Mark Zuckerberg est vraiment sur la démocratisation. Il a pris cet axe-là. Et puis à travers ces lunettes, on est moins sur quelque chose de lourd et d'encombrant comme un casque de réalité. Il y a les nouvelles lunettes qui sont en train d'arriver, qui sont beaucoup plus légères, etc. Donc le marché, il y a eu un moment donné, quand on le voit, les hypes de Gartner, etc. Le marché n'était pas arrivé à son point de, si vous voulez, maximum. Ça va revenir et en tout cas, il faut suivre ça. Donc, il faut le suivre parce que, notamment dans le domaine industriel, c'est aussi un complément pour éviter aussi la robotisation de certains postes. Parce que l'homme mettant les lunettes, il ne sera pas remplacé par un robot. Donc, il faut quand même suivre un petit peu tout ce marché. Absolument. Vous vouliez dire un mot Oui, je crois surtout qu'il faut se poser sur ce sujet métavers. Il y a d'abord, Meta, ce qui est intéressant, c'est qu'il couple les deux, l'IA et le métavers. Et donc, c'est du métavers augmenté par l'IA qui est aujourd'hui le projet de Meta. Je crois que c'est le sujet peut-être le plus intéressant. Mais la réalité, c'est que tous ces investissements ont un impact énergétique, environnemental, absolument considérable. Et à un moment donné, il faudra peut-être se poser la question d'une régulation des usages des matières, parce que les activités extractives derrière, pour monter tous les data centers qui sont nécessaires pour apporter la puissance de calcul, toute l'énergie qu'il va falloir produire pour alimenter ces data centers, on a un petit problème à un moment de limite. Et il va falloir quand même regarder tout ça. Est-ce que tout se justifie Quels sont les usages je n'en suis pas pertinents. certain. Il y a des usages, mais il faudra réguler ces usages et certainement qu'il y ait une forme d'arbitrage sur les usages socialement utiles. De toute façon, des usages de progrès et non pas uniquement de l'innovation qui ne soit pas une innovation de progrès au service de la société et de l'humanité. L'avocat que je suis ne peut que vous dire une chose, c'est qu'il faut réguler parce qu'on ne peut pas faire confiance aux big tech. On ne peut pas laisser le Far West régler le monde. On ne peut pas laisser des empires être plus puissants que des États. Donc effectivement, il faudra réguler. On ne peut pas leur faire confiance. Ça, c'est la solution et c'est ce qui se passe chaque fois. On ne peut pas leur faire confiance. Il faudra réguler. Je voudrais terminer par un tour de table
Vous avez le droit de répondre plus largement que oui, non, mais enfin bon, on n'a plus beaucoup de temps quand même. Je voulais savoir si vous étiez d'accord avec le préfet de police de Paris, qui est favorable à une prolongation du recours à la vidéosurveillance algorithmique, donc qui a été expérimentée pendant les Jeux Olympiques. Voilà, le but c'était de permettre de détecter des flux, des mouvements inhabituels ou anormaux, on va dire, de foule. Visiblement, ça a été une aide, nous dit Laurent Nunez, très utile. Est-ce qu'il faut prolonger ou pas cette expérience, ou vous pensez, comme la Quadrature du Net par exemple, qui nous dit que attention, là on utilise un moment exceptionnel pour rendre une technologie acceptable qui ne l'est pas aux yeux de la Quadrature du Net. Allez Henri, vous commencez. Comme toute technologie, elle est neutre en soi. Donc, c'est la façon dont on va la mettre en œuvre, l'utiliser qui est important, et puis la façon dont on va réguler son utilisation. Donc répondre oui ou non, faut-il prolonger cette expérimentation ? C'est comment est-ce qu'on encadre, comment est-ce qu'on contrôle la façon dont elle est utilisée, et si effectivement on se retrouve avec un contrôle qui est suffisamment démocratique, la technologie elle est neutre en soi. Contre. Évidemment contre. Pourquoi ? Il y en a assez d'utiliser les technologies pour la sécurité et non pas pour les libertés. Revenons aux fondamentaux. D'abord, le principe, c'est que nous sommes dans des États démocratiques, les citoyens sont des gens responsables, les citoyens sont des gens dignes de confiance, on n'a pas besoin d'une surveillance systématique. Donc le premier point, il est là. Deuxièmement, si on fait des expérimentations pour protéger dans des circonstances exceptionnelles, l'exceptionnel ne peut pas être la normalité. Donc il y en a assez de nous créer en fait un environnement anxiogène sur lequel en fait les libertés sont toujours le perdant là-dedans. Je suis un homme libre, citoyen d'un État démocratique, et la démocratie, c'est ma liberté. La première des libertés, c'est la sécurité. C'est un débat politique. Moi, je suis contre aussi. C'est principalement parce qu'on travaille beaucoup avec l'IA pour l'enseigner aux plus jeunes. Et je me rends compte qu'en fait, ça évolue très rapidement et que la puissance de la technologie est vraiment folle et qu'à partir d'une simple image, on est capable maintenant de retrouver l'identité des gens. Et donc, en fait, certains cas d'usage pourraient vraiment se justifier, je pense, pour la sécurité. Mais en fait, c'est tellement puissant que la tentation d'aller plus loin et de, du coup, à partir d'une simple image, d'un simple flux caméra, de savoir en temps réel où sont tous les gens d'une ville, c'est très facile à faire en fait. Contrairement à, c'est un peu affolant en fait de la simplicité avec laquelle on pourrait mettre en place un système qui va identifier tous les gens d'une ville où ils sont précisément. Et ça, c'est des données qu'on pourrait réutiliser même à des fins, je sais pas, marketing ou, voilà. Et en fait, je pense que la puissance de cette technologie est telle qu'il faut faire vraiment attention à la mettre à disposition, je pense, trop largement. Et puisqu'on parlait de surveillance algorithmique, regardons un petit peu que dans le règlement sur l'intelligence artificielle, il est en risque et interdit le fait de pouvoir surveiller. Absolument. Donc, ce qui est exceptionnel doit rester exceptionnel pour vous, mais tout dépend de quel cadre on met. J'ai bien compris. Merci beaucoup Henri Dagrin, Gérard Haas et Léo Briand de m'avoir accompagné sur ce débrief de l'actu. C'était Smart Tech. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle histoire sur la tech sur la chaîne Be Smart for Change en replay et en podcast.